valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue sur Passons à l'action, l'émission tous les 15 jours sur la valorisation de votre patrimoine et de vos investissements financiers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Reynaud, notaire associé à Aix-les-Bains. Bonjour Laurent. Bonjour Fabien, bonjour Jean-Pierre. Merci encore une fois de me donner la parole sur cette belle radio qui est la Radio Grand Lac. Je vais tenter de pouvoir répondre à toutes les questions de Fabien de manière à ce qu'on puisse effectivement être pertinent auprès de notre auditoire. Et il a raison, c'est un sujet d'autant plus pertinent pour notre auditoire et nos auditrices et auditeurs que c'est un sujet qu'on a l'habitude d'aborder avec Laurent en rendez-vous client. Puisque pour vous donner quand même quelques éléments de contexte, j'ai le plaisir de travailler avec Laurent sur la région du 73 et 74 depuis 6 ans maintenant. Laurent, c'est les noces de quoi ça d'ailleurs ? Je sais pas, on a passé le coton, on a dû passer noces de bois, je dirais de chêne. Ah bon, ok, les noces de chêne. Voilà. Et pendant ces années de collaboration, on a eu un souhait tout particulier avec Laurent d'aller chercher la meilleure des stratégies, ou en tout cas la stratégie la plus adaptée pour trouver le bon cadre d'investissement pour un client. C'est vrai que dans les dernières émissions, et notamment les premières, on a beaucoup parlé de ce qu'on mettait dans l'investissement, des actions, des obligations, de l'immobilier. Mais c'est tout aussi important de se poser la question de dans quoi on le fait et dans quel cadre on le fait. Et l'émission d'aujourd'hui, qu'on a voulu volontairement provocatrice, puisque le thème c'est dirigeants cesser de vivre dangereusement, elle a pour objectif de revenir sur l'intérêt d'investir pour du financier ou de l'immobilier dans un cadre sociétaire. Alors aujourd'hui, on va échanger avec Laurent sur 3 grands sujets pour cet investissement et sur l'intérêt d'être dans une structure sociétaire. On va se poser la question de qu'est-ce que ça nous apporte pendant la vie du dirigeant qui aurait envie effectivement d'anticiper une transmission, qu'est-ce que ça lui apporte au moment du décès, et puis qu'est-ce que ça apporte au moment ou lors d'une invalidité, d'une incapacité ou d'un moment un petit peu difficile qu'on pourrait avoir. Alors, si on revient sur le premier point, qui est le moment d'une vie, lorsque je suis dirigeant d'une entreprise opérationnelle ou patrimoniale, je vais avoir 2 grands moments importants qui vont se poser. En partant sur le principe que j'ai une valorisation à l'intérieur de cette société, parce que j'ai du cash, j'ai une activité opérationnelle, ou simplement, comme c'est le cas de Jean-Michel et d'Isabelle qui doivent nous écouter aujourd'hui, qui sont des clients communs et qu'on salue d'ailleurs avec Laurent, parce que à un instant T, j'ai du patrimoine financier et j'ai envie de trouver la meilleure solution possible pour la transmettre à mes enfants et générer des compléments de revenus. Eh bien, je vais me poser 2 questions. La première, c'est comment appréhender par cette société les fruits de mon investissement, loyer ou dividende. Ça, c'est le premier point. Et comment, alors même que je vais anticiper la transmission, eh bien, je vais être capable de garder la main sur cette somme, sur ce patrimoine. Alors Laurent, on sait que c'est, les auditeurs le savent pas, mais moi je le sais, c'est une de tes spécialités. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un client, un chef d'entreprise, Hervé, qu'on a rencontré il y a pas longtemps et qu'on salue d'ailleurs aujourd'hui, ou des investisseurs particuliers, puisque cette structure sociétaire s'applique à eux. Qu'est-ce qu'on t'aura envie de leur dire sur ces 2 sujets qui sont la question de l'appréhension des revenus dans une structure sociétaire, à l'impôt sur les sociétés, et puis la question de la gouvernance de cette société? Tout d'abord, en aparté, je pense qu'il faut ramener le sujet dans son contexte. Un dirigeant d'entreprise, un chef d'entreprise, par rapport au montage qu'on est en train de discuter, est avant tout peut-être un chef de famille, une personne qui a besoin d'une protection. Ce chef de famille, effectivement, de par son activité, va générer des revenus, a peut-être besoin d'un complément de revenus également. Et donc, en tant que juriste, et là je parle au nom des notaires des Savoies, on va pouvoir effectivement encapsuler tout ça au terme d'une société. Donc, quand on parle de société, on a plusieurs formes de société. On a des formes civiles de société, on a des formes commerciales de société, et en fonction de son projet, on va lui conseiller déjà plutôt une forme de société. Donc là, en fonction de ce que Fabien, tu me disais, on partirait peut-être plus sur une capsule de société civile,
Et dans les sociétés civiles, on en a... Puisqu'on parlait d'un investisseur particulier, c'est pour ça. Investisseur particulier. Donc, société civile, on a la société civile qui peut être dite à prépondérance immobilière, selon le type d'investissement, si ça concerne de l'immobilier, ou on peut avoir des sociétés civiles, tout simplement, qui vont venir gérer un portefeuille de valeurs mobilières, si vraiment on doit faire remonter de la trésorerie à l'intérieur par le truchement des comptes courants d'associés. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est la forme de la société que nous allons bâtir ensemble, une rédaction de statut qui va être sur mesure en fonction du profil du client, et ensuite de quoi on va régler à l'intérieur des statuts toutes les règles de gouvernance et on va régler toutes les règles de distribution de dividendes. Donc, je te laisse la parole, Fabien, pour bien sûr, expliquer. Voilà. Alors, évidemment, sur ces sujets-là, Laurent a bien raison de répéter que c'est sur du sur-mesure et c'est vraiment une analyse qu'il est nécessaire de faire. La question, c'est bien de se dire que dans une société, et d'autant plus lorsqu'on est sur une société civile, on a une très grande liberté statutaire. Et ce qui est très intéressant de faire, c'est que on va pouvoir, avec Laurent Reynaud, ou en tout cas avec les notaires de Savoie, être capable de faire une donation de ces titres avec réserve d'usufruit. Laurent nous redonnera quelques éléments dessus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nos clients, nos investisseurs financiers vont avoir d'un côté l'usufruit de ces titres-là, mais en même temps, ils vont avoir la possibilité de donner la nue propriété à leurs enfants ou à leurs enfants, et donc d'anticiper leur transmission, comme Laurent nous le répétera. Et ça, c'est intéressant, c'est que dans une société, même s'il y a eu transmission des titres avec réserve d'usufruit, on va pouvoir, avec une rédaction de statut tout à fait décisive, être capable de permettre à nos clients investisseurs qui ont une retraite à préparer, qui ont des revenus à aller encaisser parce qu'ils ont des charges et un train de vie à assumer, eh bien d'être capable de garder la main sur le fonctionnement de cette société, c'est-à-dire faire des emprunts. Si par exemple il décidait, comme Laurent vient de nous le dire, d'être dans une société civile à prépondérance immobilière, ils peuvent avoir aussi envie de réaliser des investissements financiers particuliers, acheter des sociétés cotées, non cotées. Certains d'entre vous, à part et par messagerie, m'ont fait quelques blagues sur Nestlé que j'avais mis très en avant dans les dernières émissions. Ils pourraient très bien avoir envie d'acheter du Nestlé par cette société civile patrimoniale. Mais Laurent, revenons juste, avant qu'on aille sur les dividendes, sur l'intérêt de démembrer des titres d'une société. Pourquoi, justement, c'est très intéressant dans la transmission d'une société de démembrer ses titres? Qu'est-ce que ça permet à quelqu'un qui aurait un patrimoine, par exemple, de 400, de 500 000 euros? Pourquoi il pourrait avoir intérêt à créer une société? Parce qu'on vient d'en donner quelques éléments, mais surtout à donner les titres avec réserve d'usufruit et à passer par un notaire. Alors, lorsqu'on fait un montage, on regarde les aspects civils et les aspects fiscaux de l'opération. D'un point de vue civil, la volonté de pouvoir transmettre de son vivant à ses enfants va permettre de répondre à cet objectif. C'est-à-dire que j'anticipe la transmission de mon patrimoine, mais je ne veux pour autant pas forcément me démunir. Donc je vais avoir la volonté de transmettre en démembrement de propriété. Juste si je devais schématiser ce démembrement de propriété, on part de la pleine propriété qui correspond au maximum permis par la loi où j'ai un droit de jouissance sur le bien, mais j'ai également le droit d'abuser de la chose. Lorsque je démembre la chose, je vais vouloir me conserver ce droit de jouissance, mais je vais transmettre à mes enfants effectivement le droit d'abuser de la chose. Le fait de démembrer va répondre également à une dimension fiscale puisque j'ai une possibilité de valoriser ce droit de jouissance de plusieurs manières. Généralement, on utilise un barème qui nous est donné par le Code général des impôts à l'article 669 du même code, ou alors on peut avoir une valorisation dite économique. Donc là, c'est un autre mode de calcul avec un taux de rendement, etc. par rapport aux biens que nous donnons. Donc revenons-en à notre transmission. Si je donne la nue propriété de mes parts dans ma société civile, je vais garder un droit d'usufruit, mais nous, notaires des Savoies, on va bien prendre garde à ce que vous ne transmettiez pas l'intégralité de vos titres en nue propriété, auquel cas vous risquez de perdre la qualité d'associé. Il faudra bien penser à garder quelques titres en pleine propriété. Exactement. Point. Deuxième point, lorsque je vais transmettre mes parts, si c'était déjà une société qui était créée, on prendra garde de bien vérifier la rédaction des statuts au titre des règles de gouvernance. Est-ce que l'usufruitier conserve-t-il les pouvoirs dans les statuts, qui est
nommé gérant. Est-ce que ce gérant a bien les pouvoirs au titre de l'objet sociétal? On rappelle qu'une société est gouvernée par un principe de spécialité. Et deuxièmement, on va vérifier qui aura les produits financiers, qui aura les fruits de cet investissement, que ce soit des loyers, que ce soit des dividendes, que ce soit des bénéfices. Donc pareil, on regardera la rédaction des statuts et au demeurant, on proposera un toilettage des statuts à ce moment-là si c'était pas le cas. Toujours très intéressant de t'entendre parler de toilettage. Oui, voilà, c'est un terme. Mais c'est le bon terme. Oui. C'est le bon terme, puisqu'à chaque fois j'ai l'image devant les yeux d'un caniche qui aurait un poil un petit peu long et qu'on viendrait couper, ou en tout cas on viendrait le rafraîchir et lui redonner une deuxième jeunesse. Une brillance. Exactement. En tout cas très intéressant, parce que ce qu'il faut retenir de tout ce que tu viens de nous dire, en tout cas tu viens de nous le dire avec beaucoup de clarté, c'est qu'une société civile finalement c'est l'occasion de créer dans un unique endroit une gestion de votre patrimoine et une anticipation de votre transmission. Il n'y a pas des comptes bancaires de partout, il n'y a pas plusieurs assurances-vie, il y a une seule société. Et dans cette société, allez voir un professionnel, donc un notaire des Savoies, puisque vous l'avez compris que Laurent est très attaché à son territoire, le 73, et des professionnels pour aller rédiger le règlement de cette société, de manière à ce qu'elle corresponde le plus à vos objectifs. Et dans ce règlement de copropriété, finalement, on va retrouver quoi? On va retrouver, même si j'ai donné par anticipation les titres de ma société, moi usufruitier, c'est-à-dire moi investisseur, c'est toujours moi qui serai le patron dans ce cadre-là, point 1. Deuxième point, s'il venait à y avoir des distributions de dividendes, eh bien, quelle que soit l'origine des dividendes, eh bien, j'aurai quand même l'occasion de les appréhender, point 2. Et puis, point 3, comme Laurent vient de nous le dire, il y a toujours des petites choses trappes dans le juridique, dans la fiscalité française, eh bien, comme celle que tu nous as présentée sur le fait de bien s'assurer que l'usufruitier reste et ait une qualité d'associé à côté, eh bien, il faut toujours évidemment faire valider ça par un professionnel du droit du chiffre et bien évidemment avec son banquier privé préféré. Ça, c'était la première partie sur la vie, donc l'intérêt d'une société patrimoniale. J'aimerais qu'on revienne aussi, Laurent, sur un deuxième point, c'est l'intérêt aussi d'une société civile ou d'une société dans le cas d'un décès. Puisque là, si on ouvre le sujet et qu'on sort peut-être d'un investisseur privé, on a travaillé ensemble sur un certain nombre de dossiers de dirigeants d'entreprise à succès, parce que comme tous les dirigeants d'entreprise du 73, ils sont à succès. En tout cas, des dirigeants qui ont créé de la valeur et comme tu l'as dit, qui sont chefs de famille. Et dans ce cas-là, il y a vraiment des précautions à prendre, à la fois fiscales, avec notamment le pacte Dutreil, point 1, et puis également toute une série de petites précautions lorsque le dirigeant d'entreprise a par exemple des enfants mineurs, point 2, et puis également des éléments de gouvernance qui sont nécessaires et qui sont bien à regarder, notamment si à un instant T le dirigeant avait souscrit par exemple ses titres de société alors qu'il était marié en régime de communauté. Alors Laurent, toi, ou alors peut-être en tout cas en retour d'expérience de ce qu'on a pu vivre ensemble sur ces 3 points, le Dutreil, la présence d'un enfant mineur dans une succession et puis la gouvernance en présence d'un mariage en communauté, qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu conseilles particulièrement pour un chef d'entreprise? Ce que j'ai entendu, on rigole, c'est valable pour tous les dirigeants d'entreprise et pas simplement du 73, même si bien évidemment ce sont les meilleurs. Ce que je retiens principalement effectivement de nos dossiers gérés ensemble, où on a eu à mettre en place ce type de process, tout part de la rédaction des statuts. Comment a été ficelée notre rédaction de statuts, puisque dans les statuts, on va précisément prévoir le cas de la transmission à cause de mort, notamment des titres de l'associé, que ce soit l'associé fondateur ou l'associé qui est rentré un peu plus tard dans le capital de la société. Donc tout dépend ce qui a été prévu. Au moment où cet associé décède, on va vérifier sa configuration familiale, sa configuration patrimoniale. On va vérifier s'il laisse des enfants mineurs, s'il laisse un conjoint, quel est son régime matrimonial. On va vérifier s'il était dans une famille dite recomposée avec des enfants dans notre lit. En fonction de ça, la rédaction des statuts va donner déjà certaines réponses à la transmission de son patrimoine. Donc, premier point, vérifiez vos statuts. Ne surtout pas aller sur Internet pour prendre des statuts et les faire enregistrer. Venez rencontrer les notaires des Savoies à ce sujet. Premier point. Le deuxième point, par rapport à cette transmission, je prends le cas effectivement d'un dossier qu'on a eu récemment où la maman veut transmettre ses parts de société par anticipation, mais à son enfant mineur.
on va avoir une problématique en fonction de la forme de la société. Ça se retranscrit notamment sur un associé qui vient à décéder, qui peut laisser des enfants mineurs. Bien sûr. Je suis dans une société civile immobilière. Société civile, l'associé est indéfiniment responsable des dettes de la société. Lorsque je viens à décéder et je laisse un enfant mineur d'une société qui est endettée, nous notaires, on va prendre toutes les précautions pour assurer cette transmission et éviter à ce qu'il y ait effectivement un souci au niveau de la reprise du passif, notamment lorsque le mineur rentrera dans la société. Donc, on va vérifier tous les cas de figure, la forme de la société, la rédaction des statuts. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le point civil. Au point fiscal de la chose, effectivement, on a des dispositifs qui ont été mis en place il y a quelques années, notamment d'un point de vue fiscal, pour permettre la transmission de l'entreprise avec un certain niveau de défiscalisation, de minoration de l'impôt, d'exonération, etc. Et notamment le pacte Dutreil en fait partie. Mais tout cela, je pense que ça doit faire l'étude au préalable d'une discussion avec le chef d'entreprise, le notaire, le comptable, le banquier privé, autour d'une table pour éviter que la problématique ne survienne au moment du décès. Si les mesures n'ont pas été anticipées, on risque d'avoir certains écueils au moment du décès. Donc le décès du dirigeant d'entreprise, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose vraiment de factuel, hein. Donc tout le monde. Bien sûr, on finit tous par mourir, malheureusement. Malheureusement, et si les précautions n'ont pas été prises au terme de rédaction de statut, en termes fiscaux, pacte Dutreil, du vivant, du chef d'entreprise, on peut avoir certaines problématiques au moment du décès. Donc anticiper. Exactement, l'anticipation c'est la clé. Je vous propose qu'on prenne une petite pause, quelques minutes avant de revenir, de compléter ensemble et de revenir sur des cas pratiques de dirigeants d'entreprises qu'on a accompagnés pour anticiper leur décès. Et puis on parlera évidemment d'incapacité, d'invalidité, le tout avec Laurent Reynaud et sous la houlette de Jean-Pierre. À bientôt, enfin tout de suite, pardon. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac avec Laurent Reynaud, notaire associé à Aix-les-Bains, et nous revenons sur le sujet du dirigeant d'entreprise cesser de vivre dangereusement. Une première partie où on s'est attelé de montrer l'intérêt d'une structure sociétaire pour anticiper une transmission tout en gardant le contrôle. Et puis nous étions en train de discuter sur l'intérêt également d'une structure sociétaire pour se préserver et pour anticiper les conséquences non voulues d'un décès. Alors Laurent, effectivement, on a abordé la question des mineurs. Moi, j'aimerais qu'on reste dessus. Le problème aujourd'hui des chefs d'entreprise que l'on peut rencontrer, alors là on parle vraiment des chefs d'entreprise qui ont une activité commerciale, libérale, agricole, industrielle et financière, qui peuvent avoir des enfants mineurs, c'est le problème de l'intervention du juge des tutelles dans l'acceptation d'une succession. Alors, Laurent, déjà peut-être, alors avant que je te pose cette question, peut-être pour un petit point technique pour nos auditeurs et auditrices et également l'inverse, auditrices et auditeurs, c'est la question de l'acceptation de la succession. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes un chef d'entreprise aujourd'hui, que vous avez une société qui vaut 500 000 euros, par exemple une boulangerie, une boucherie qui fonctionne très bien, et que vous avez la joie d'avoir 2 enfants mineurs et qu'il vous arrive quelque chose. Vous détenez cette boucherie, vous la détenez sous forme de SARL ou sous forme de SAS, et donc les titres de cette société vont rentrer dans la succession. Sous réserve des dispositions testamentaires que vous pourriez avoir déposées chez un notaire ou des aménagements spécifiques de votre régime matrimonial, ces titres de société rentreraient dans la succession. Et comme il y a un mineur, vous seriez amené enfin en tout cas c'est un juge des tutelles qui viendrait accepter la succession, c'est-à-dire qui viendrait faire en sorte que la succession soit réglée ou qui viendrait donner son avis. Et donc évidemment le juge des tutelles ne va pas avoir que votre famille à traiter, ne va pas avoir que cette succession sur laquelle il va donner son avis. Et donc ça peut amener une zone d'inertie qui est pas bonne pour le business, parce que peut-être qu'à côté de ça, votre épouse ou un membre de votre famille qui voulait reprendre l'entreprise avait des velléités d'investissement, avait des velléités de financement, avait envie de prendre des opérations de restructuration sur la société. Et donc la présence d'un mineur dans une succession, eh bien c'est l'assurance d'un immobilisme et d'un règlement beaucoup plus long.
et donc quelque part que la propriété de cette société, de cette boucherie, eh bien revienne à la personne concernée et visée un peu plus tard que prévu. Face à ce sujet-là, Laurent, qu'est-ce qu'un notaire peut faire et quelles sont les actions qu'on peut proposer à un client qui voudrait anticiper son décès? Tout est écrit dans le code civil. Lorsque le dirigeant d'entreprise décède et qu'il laisse à sa survivance peut-être son conjoint, sa conjointe et des enfants mineurs, effectivement, nous notaires, on va ouvrir la succession à l'étude. Donc on va faire effectivement la photographie du patrimoine au jour du décès. On va s'apercevoir qu'il avait effectivement des titres d'une société, qu'elle soit commerciale, civile ou autre. On va se rapprocher du comptable pour les valoriser, mais on va tout de suite expliquer à la famille qu'on ne pourra pas régler la succession dans un délai habituel, puisque le mineur qui doit accepter de manière pure et simple cette succession devra être autorisé au-dessus par le juge des tutelles. Effectivement, donc on aura une requête à faire au juge des tutelles pour que le juge des tutelles vérifie effectivement la consistance du patrimoine au jour du décès, les forces actives, les forces passives, et surtout l'intérêt pour le mineur d'accepter cette succession. Le juge va-t-il préconiser une acceptation pure et simple, c'est-à-dire j'accepte aussi bien les éléments d'actifs que de passifs. Si on a un passif un peu trop important, va-t-il accepter à concurrence de l'actif net? Ou va-t-il faire renoncer le mineur à la succession, puisqu'on peut avoir carrément une situation obérée. Le chef d'entreprise peut laisser peut-être certaines ardoises. Donc, à ce niveau-là, exactement, on fait une requête et on laisse le juge trancher, sauf que le juge va faire plusieurs navettes, il va revenir vers nous pour nous demander peut-être des pièces complémentaires, nous demander des avis de valeur, des attestations comptables, des expertises immobilières en fonction de cette consistance de patrimoine. Et en fonction de ça, on va avoir un délai d'inertie, comme tu le disais à très juste titre, de traitement de dossier. Aujourd'hui, un dossier de règlement de succession avec un mineur à l'intérieur, avant d'avoir l'ordonnance du juge, il faut compter plusieurs mois. Une succession doit se régler dans les 6 mois. Exactement. C'est un délai fiscal. Parfois, lorsqu'on a un mineur, on peut avoir un délai de latence un peu plus long en fonction de cette consistance de patrimoine. Donc, effectivement, un mineur n'empêche pas la transmission, mais effectivement, on va être sur un délai plus long de règlement de la succession. Et ça, c'est un point qui est très important et on sait très bien, et tu le sais également, Laurent, puisque tu es un notaire mais un chef d'entreprise, que une entreprise, c'est aussi toute une série de décisions qu'on doit prendre tous les jours, vite. On ne doit pas se tromper et il n'y a pas trop de place pour l'inertie, pour l'immobilisme. Et du coup, dans ce cas-là, moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'intérêt d'un mandat à effet posthume, parce que quelque part, est-ce que c'est pas une des options, alors même si évidemment il n'y a pas de recette miracle à toute situation, et comme tu l'as très bien rappelé en préambule, toute cette situation s'analyse, on prend du recul, mais moi je pense que le mandat à effet posthume, c'est quand même quelque chose d'intéressant et à considérer dans ce cas-là. Comment toi tu vois les choses et comment tu l'appliques aujourd'hui à ton niveau de professionnel? Le mandat à effet posthume, effectivement, c'est un outil que nous avons à disposition pour notamment les dirigeants d'entreprise dans un cadre d'anticipation de la transmission. C'est-à-dire que on souhaite, on a en tête le délai d'inertie dont on vient de parler et on veut anticiper un maximum puisqu'on va vouloir, par l'intermédiaire de ce mandat, nommer une personne de confiance qui reprenne un petit peu les rênes de l'entreprise pour éviter qu'elle périclite le temps que la succession se dénoue, le temps qu'un repreneur soit retrouvé, et ça permet effectivement à ce que l'entreprise continue d'exister, et une véritable existence, qu'elle continue de payer ses dettes fournisseurs, qu'elle continue d'encaisser, et qu'elle continue de répondre à la demande de la clientèle. Donc le mandat effet posthume, il est défini par le code civil, tout simplement. C'est un mandat qu'on fait en anticipation, on nomme un mandataire et on définit les contours, les pouvoirs de ce mandataire au sein de ce mandat. C'est quelque chose qu'on recommande à nos dirigeants d'entreprise en termes d'anticipation. On verra tout à l'heure, c'est un petit clin d'œil que je te fais, Fabien, sur la question de l'invalidité, puisque on en a un autre de mandat à ce titre-là, mais c'est une mesure d'anticipation qui permet d'éviter bien des soucis. Comme on l'a dit tout à l'heure, le juge va répondre sous un certain délai, mais le mandat va permettre effectivement à l'entreprise de continuer de fonctionner. Alors effectivement, voilà encore une fois un élément et une des options possibles. La base, évidemment, c'est de partir d'un diagnostic d'un problème et de voir dans quelle situation effectivement il a un impact pour vous. Ce que Laurent oublie de dire,
c'est que dans l'exemple de notre boucherie, que se serait-il passé si le juge des tutelles qui a analysé cette succession était végétarien? Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on revienne sur un sujet que Laurent a évoqué, qui est le pacte Dutreil. Article 787B du Code général des impôts, qui est un dispositif extrêmement puissant. Et pour faire simple, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est valorisée, alors en tout cas par votre expert comptable, par une banque d'affaires, et on aura l'occasion d'ailleurs de recevoir des banques d'affaires, et notamment, et je lui fais une dédicace aujourd'hui, Romain Munier, associé de ByCap, qui viendra nous expliquer comment il valorise les sociétés, mais en tout cas une valorisation qui fait consensus à 1 million d'euros. Vous avez l'ambition de la donner à vos héritiers, et au lieu de la donner sur une base d'1 million d'euros, de cote très mal taillée, payer 400 000 euros de droits de donation, hors frais de notaire. Cette fois-ci, c'est moi qui fais un clin d'œil à Laurent. Vous avez la possibilité de la donner sur une base de calcul de 250 000 euros et donc quelque part de revenir plutôt à une valorisation et à un montant des droits de donation de l'ordre d'une 50aine de milliers d'euros. Alors, il y a des contreparties à ce pacte Dutreil, un engagement collectif avec quelqu'un qui va vous obliger, si on prend le cas général, à détenir les titres de votre société pendant 2 ans, et ensuite votre donataire, celui qui récupère les titres de la société, de le conserver pendant 4 ans, avec une fonction de direction qui soit doit être occupée par vous, ça dépend les cas, soit par votre héritier, ou en tout cas le donataire. Alors souvent, Laurent, ce régime qui est très puissant d'un point de vue fiscal, parce qu'il permet, et on en est très fiers, à des capitaines de l'industrie française de transmettre de génération en génération leur société, pose quand même un problème. Et ce problème-là, je te propose qu'on le regarde ensemble. Moi, j'ai 50 ans. Je suis à la tête d'une boîte dans l'agroalimentaire aujourd'hui. Ma boîte, elle a vocation à prendre une valorisation stratosphérique parce que je fais un produit de qualité, comme tous les agriculteurs et toutes les entreprises agroalimentaires de Savoie, mais je fais un produit de qualité. Et donc ma boîte qui aujourd'hui vaut 100, potentiellement demain, elle pourrait valoir 200, 300, 400. Et moi, à 50 ans, j'ai pas envie que mes enfants, dans 10, 15, 20 ans, ils se retrouvent à payer, en cas de décès, des droits de succession stratosphériques. Donc j'ai envie d'anticiper cette donation. Donc j'ai envie de faire ce pacte Dutreil, j'ai envie de le signer. D'autant plus que mon banquier privé me l'a bien expliqué, que lorsque j'ai eu une réunion de travail collective avec mon équipe de conseil, c'est très important de travailler en équipe, l'expert comptable, l'avocat, j'ai tout bien compris. Sauf que moi, je m'appelle Monsieur G, par exemple, j'ai 50 ans, je touche une rémunération, mais pour assurer mon train de vie, j'ai besoin des dividendes. Or, si je me mets à donner une partie de mes titres de ma société, qui en plus est une SARL, sous forme, avec le pacte Dutreil, tous les titres que j'ai donnés, je pourrais plus percevoir les dividendes. Alors comment je peux faire, Laurent, moi, chef d'entreprise, Monsieur G, Monsieur Giroux, pour tous les auditeurs qui n'avaient pas compris la blague, comment je peux faire moi pour anticiper cette transmission, bénéficier du pacte Dutreil et en même temps être capable demain après-demain de percevoir des dividendes par ma société? Dans un premier temps, on va regarder la nature de l'activité. Est-ce qu'elle rentre dans le cadre de l'article 787 du Code? Oui, activité agricole, on peut transmettre. Ensuite de quoi, on regarde la forme de la société. Je suis en forme commerciale, SARL, je peux transmettre des parts de société. Si à l'intérieur, Monsieur G a des parts en pleine propriété, comme je l'avais dit en introduction tout à l'heure, il va pouvoir démembrer la transmission de ses titres. Tout à fait. Et transmettre la nue propriété de ses parts en se réservant un usufruit. Monsieur G a un peu de chance puisqu'il vient me consulter, il a 50 ans, il n'a pas eu 51 ans révolus. Donc si j'applique le barème de l'article 669, il voulait me piéger là-dessus. Pas du tout. On ne piège personne à Radio Grand Lac, on ne fait que sublimer du talent. Donc j'ai une valorisation, j'ai une valorisation fiscale de mon usufruit moins de 51 ans révolus à 60%. Ça veut dire que je défiscalise la valeur de la pleine propriété de 60%. Si mon titre vaut 100, je me réserve un usufruit qui est évalué fiscalement à 60, je transmets pour 40. Sur ces 40 transmis, je vais pouvoir faire un pacte Dutreil et faire une économie d'environ 75% de la valeur des titres transmis.
Et en termes de distribution de dividendes, En termes de distribution de dividendes, je réponds à la question de Monsieur G, puisque en ayant cet usufruit et une bonne rédaction de statut, il pourra appréhender les dividendes. Ils ne reviendront pas au nu propriétaire, donc il conservera son train de vie et il pourra effectivement derrière conserver son train de vie. Voilà. En tout cas, il pourra appréhender la trésorerie de cette société. Donc, le pacte Dutreil, c'est un dispositif fiscalement très fort et puisqu'il permet de réduire massivement les droits de succession et les droits de donation, et en même temps, il a cette souplesse puisqu'il peut être fait en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit, quel que soit votre âge, et évidemment dans des conditions fiscales un peu différentes, et vous permettre évidemment de maintenir et d'avoir accès à un certain montant de dividendes. Évidemment, des précautions sont à prendre dans les statuts. Ça mériterait presque une émission, on va pas en discuter aujourd'hui. Mais en tout cas, il est tout à fait possible de joindre l'utile à l'agréable. Dernière partie de cette émission, Laurent, on va parler de ce clin d'œil, de cette invalidité, de cette incapacité, parce qu'on va partir finalement d'un fait de société. Je suis dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Le climat économique n'est pas facile. Augmentation du prix des matières premières, dévaluation de l'euro. On en a parlé assez massivement dans cette émission sur le thème de l'inflation. Tension sociale, puisque évidemment on a un code social et un code de sécurité sociale et un climat, comme on peut le voir aujourd'hui, qui n'est pas évident. Et on a une entreprise à faire tourner, on a des flux de trésorerie à rentrer. Et donc on peut avoir un dirigeant qui à un moment donné dans sa vie a un petit bas, un petit moment où il se sent un peu moins bien. Ça peut être soit lié à son activité personnelle, soit à son activité sportive. Et il peut être en invalidité ou en incapacité. Et souvent, ce qu'on lit dans les statuts de base, les statuts d'ailleurs que tu pointes du doigt à juste titre, statuts sur Internet, que si le dirigeant d'entreprise venait à un moment donné à avoir une trentaine de jours où il est incapable, finalement il est révoqué de son poste de gérant ou de son poste de président, directeur général. Bref, on lui prend le mistigris et ce n'est plus lui qui dirige sa société. Alors ça pose deux sujets. Le premier, c'est que moi je suis capitaine d'industrie. Si je suis aujourd'hui à la tête de ma boîte familiale, c'est parce que c'est moi qui suis le plus à même de le faire et j'ai envie de continuer à porter ce projet-là. Point 1. Et puis ça pose le problème encore une fois, comme on l'a vu avec l'acceptation de la succession, de l'inertie, puisque si c'était moi qui portais le projet à 100%, reprenons encore une fois l'excellente émission que nous avions il y a 15 jours avec Florent Pascaud. Jean-Louis, c'était lui qui portait le projet de sa famille. Si Jean-Louis il est pas là, ses trois frères, ils n'avaient pas prévu de prendre le mistigris, de monter sur le trône et d'assumer toutes les responsabilités associées. Donc la question de l'invalidité, c'est à la fois une question de survie pour l'entreprise et puis également un sujet de gouvernance et de sécurisation. Alors face à cette incapacité, cette invalidité, comment, Laurent, on peut se positionner, comment on peut justement se mettre autour de la table et quelles sont les choses qu'on a pu se dire ensemble avec les avocats, les experts comptables, quand on a eu ces réunions de travail, qu'est-ce que tu aurais envie de partager là-dessus ? L'incapacité, tout comme la mort, ne prévient pas. C'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et si on n'a pas pris des mesures préventives, malheureusement, on sera obligé de prendre des mesures curatives par la suite. Mesures curatives, puisque si on prend aucune mesure en amont, vous allez vous retrouver face à une difficulté que tu as très bien développée. Et on va être obligé, toujours pareil, peut-être de saisir la justice et de demander au juge des tutelles de se prononcer pour faire fonctionner la boîte, notamment. Exactement. Et si on est dans ce cas de figure-là, on va se retrouver avec un délai, puisque le juge a énormément de travail également, il va devoir prendre connaissance du dossier, et pendant tout ce temps-là, comme tu l'as très bien dit, le gérant il peut perdre sa fonction, ou alors l'entreprise, les associés restants ne sont pas forcément en droit de prendre des décisions, selon la rédaction des statuts. Donc c'est un sujet vraiment actuel. Moi-même, j'y réfléchis puisque je dirige une société et s'il m'arrivait quelque chose, je suis seul maître à bord de ma société, mais s'il m'arrivait quelque chose, il faut qu'on puisse prendre des décisions à ma place pour éviter que ma clientèle effectivement ne parte ou ne soit pas effectivement satisfaite. Quelles sont les mesures à mettre en place ? La première, c'est au terme de la rédaction des statuts. En fonction de la forme de la société, vous êtes soit en gérance, soit en présidence, et vous allez pouvoir mettre certains pare-feux à ce niveau-là.
Exactement, tout à fait. Donc, on rédigera des statuts et on prendra soin de prévoir ce cas-là. Puisqu'on peut très bien prévoir, par exemple, une gérance successive, une présidence ce qu'on avait intérimaire. fait pour Monsieur T, si on s'en souvient, effectivement, on avait Qu'on prévu... salue d'ailleurs, Pierre. Qu'on salue. Voilà, on avait prévu effectivement une gérance successive, effectivement, pour que la personne qui vienne prendre la main puisse être autorisée à réaliser les actes qui rentrent dans l'objet social. Donc, rédaction des statuts. Deuxième situation, mais ça c'est pour tout un chacun, c'est pas forcément propre aux dirigeants d'entreprise. C'est vrai. C'est un mandat de protection future qui est défini par le Code civil. Pourquoi je dis tout un chacun? Puisque même une personne qui est salariée, qui n'a pas forcément d'entreprise, un mandat de protection future permettrait, pour le cas où l'invalidité était reconnue et avérée, permettrait à la personne de confiance qu'elle aura désignée au terme de son mandat de gérer peut-être ses comptes bancaires, de gérer peut-être ses biens, de gérer peut-être ses contrats d'assurance, etc., etc. D'autant plus pour le gérant d'entreprise, le mandat de protection future va permettre de nommer cette personne de confiance qui va effectivement, en cas d'incapacité avérée, donc c'est pas le certificat médical du médecin traitant, mais le certificat médical d'un médecin expert qui nous prouvera l'incapacité, de mettre en œuvre les mesures préventives de manière à éviter effectivement l'intervention d'un juge et d'attendre peut-être 6 mois, 8 mois, en attendant que le juge ne se prononce. Donc le mandat de protection future, faites-le, ça a un coût notarié de 400 €, puisque nous sommes tarifés, tous les notaires de France, tout comme le mandat effet posthume, c'est un coût de 400 €. Et les notaires de Savoie, du coup? Pareil que les autres. D'accord, non, c'était juste pour savoir, parce que comme tu parlais des notaires de France et que la Savoie, voilà. Oui, c'est le même tarif pour tout le monde. C'est le même tarif en France et à l'étranger. Donc du coup, pour 400 €, vous avez une protection préventive qui vous permettra d'éviter bien des longueurs administratives avant de pouvoir prendre certaines décisions. Et on terminera sur ce mot-là. Bien penser évidemment à faire le mandat de protection future auprès d'un notaire et pas de le faire de manière un peu libertaire, c'est-à-dire en acte sous seing privé, puisque l'acte notarié vous permettra notamment d'attribuer et de faire faire à la personne choisie ou aux personnes choisies les actes de gestion et de disposition, ce qui peut être quand même relativement utile. Alors on n'aura pas tous les actes de disposition puisque la liste est limitative par le Code civil. Si je prends le cas de la résidence principale, donc là on dévie un petit peu du dirigeant d'entreprise, le mandataire ne pourra pas vendre la résidence principale sans passer par le juge parce qu'on est sur un acte grave. Bien sûr. La résidence locative, ça sera possible, mais la résidence secondaire où on y va assez régulièrement, on ne pourra pas non plus. Donc ça, venez nous trouver, notaire des Deux-Savoie, notaire de France, et puis on saura vous répondre à ces questions. Mais le dirigeant d'entreprise, je pense que ça fait partie des outils indispensables à mettre en place. Voilà, en tout cas, merci encore Laurent pour t'être déplacé aujourd'hui, de nous avoir accordé le temps nécessaire, en tout cas probablement un des épisodes à venir des autres que l'on traitera sur ce sujet. L'objectif, vous l'aviez compris, d'aujourd'hui, c'était de revenir sur l'enveloppe d'investissement et pas l'investissement, à la fois pour des investisseurs privés, des particuliers et des chefs d'entreprise. On a pu voir qu'il y avait plusieurs paramètres sur lesquels on pouvait jouer et qui créaient une vraie optimisation, ou en tout cas qui crée une vraie amélioration. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec cette fois-ci un expert comptable associé, puisqu'on aura le plaisir d'accueillir Laurent Cartier, expert comptable associé du groupe Magnin-Jacor. Merci Fabien, merci Jean-Pierre. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.